Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Peut-on parler des religions à l'école ? C'est publié chez Albin Michel. C'est le titre de l'ouvrage de votre invité André Berkoff. On accueille tout de suite Isabelle Saint-Martin, directrice d'études à l'école pratique des hautes études et ancienne directrice de l'Institut européen en sciences de la religion. Des religions. Isabelle Saint-Martin, effectivement, vous posez une question dans votre livre que je recommande quand je fais venir ici des personnes. C'est pas pour attaquer, au contraire, c'est pour conseiller cet ouvrage parce que effectivement, vous savez ce dont vous parlez et surtout, vous avez mis en perspective cet apprentissage. Et je voudrais savoir, on parle de religion à l'école, d'abord, faisons un peu d'histoire. Vous en parlez depuis quand en France ? Alors, qu'est-ce qu'on entend par parler de religion ? Exact. Le choix de la France, depuis très longtemps, depuis la fin du 19e siècle, c'est de ne pas avoir au sein du cadre scolaire, une approche confessante de la religion. On a mis fin, il y a très longtemps, dans les années 1880-1882, à un enseignement confessionnel qui était exclusivement catholique en l'occurrence. Bien sûr, à l'époque, et donc, oui. Voilà, donc la laïcité française dont on parle beaucoup, la loi de séparation des églises et de l'État 1905, de 1905, oui. eh bien, le débat pour l'école, c'est une bonne vingtaine d'années avant. La laïcisation scolaire est déjà faite dans ces années 1880. Et alors, Excusez-moi, il y a encore le crucifix jusqu'à quand dans les salles de classe ? Alors, en Général. principe, il doit être retiré. À ce moment, il y a des querelles de clochers. Enfin, là-dessus, il y a encore D'accord. Mais laïcisation des contenus, laïcisation des enseignants, interdiction faite en 1886 d'avoir des enseignants religieux. Donc, il y a tout un mouvement de laïcisation scolaire qui répond à l'idée d'une école, d'une instruction obligatoire pour tous. L'école accueille tous les enfants sans distinction d'appartenance, de croyance, et donc de ce fait, pas de religion à l'école. Intéressant, c'est 25 ans avant la loi de 1905. Oui, ça fait partie de la préparation de ça. C'est ça. Et pour autant, quand même, cette école se soucie, c'est dans les dispositions des lois Ferry, de garder un jour par semaine, en plus du dimanche, libre pour que le choix des familles puisse s'exercer. Ce qui illustre bien que dans les fondateurs de cette laïcisation, quelles qu'aient été leurs convictions personnelles, en général d'humanistes athées, le souci, comme le dit très bien Jules Ferry, il n'y a pas de religion d'État, il n'y a pas non plus d'irreligion d'État. Donc les écoles il n'y a pas d'athéisme d'État. Il n'y a pas d'athéisme d'État. Et la loi de 1905, faut-il le rappeler, dans son premier article, dans l'article 1, rappelle que la République assure la liberté de conscience, croire ou ne pas croire, c'est très important, mais aussi qu'elle garantit le libre exercice des cultes. Donc ce n'est pas un univers d'athéisme d'État. Et donc, en fait, dans cette fin du 19e siècle, ça va mettre un peu plus de temps à se mettre en place, mais l'idée d'exclure une approche confessionnelle des religions, et aussi on en parle peu parce que on ne va pas attaquer les religions. On fait ni prosélytisme, ni attaque, et Jules Ferry le dit là aussi très bien, un père de famille assis au fond de la classe doit pouvoir entendre tout ce qui se dit. D'accord. Ouais. On est dans ce contexte-là, pas d'approche confessante. Alors quand le débat de la place des religions, ou disons des faits religieux, je vais expliquer ce terme, a ressurgi, disons un siècle plus tard, dans les années 1980, c'est pas du tout avec l'idée de remettre Dieu à l'école, comme on le dit parfois, dans une approche confessante. C'est avec l'idée que, compte tenu de la pluralité accrue de la société française, de la massification scolaire, il y a des éléments, disons, d'une culture humanisme, de savoir, qui ne sont pas évidents, qu'il faut apprendre quelque part. Et avec des cultures différentes, étrangères, qui n'ont peut-être pas intégré ces valeurs françaises, il faut le dire. Avec aussi la perte d'une culture religieuse commune par le catéchisme, par la baisse de la pratique, et aussi par les modifications internes de la catéchèse. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui font constater que des choses ne sont pas connues. Alors, est-ce qu'on doit les apprendre à l'école, ou est-ce qu'à l'école, on ne parlerait jamais de religion ? Je caricature, bien sûr. Alors qu'on en parle partout ailleurs, dans les médias, que ça reçoit
ressurgit dans les conflits internationaux, on le voit dans nombreuses dimensions culturelles. Le communautarisme, tout ça, oui. Donc, je crois que ça serait du déni. La question de parler des religions à l'école, c'est pas en lien avec la baisse de la pratique ou les pourcentages de telle ou telle tradition au sein de la société française. On sait bien que les grandes tendances dans la société française, c'est plutôt la montée de l'indifférence, agnosticisme, part importante de l'athéisme, pluralité accrue des traditions religieuses, même si l'héritage chrétien au sens large reste. Mais pardon, Isabelle féminin. Saint-Martin, montée aussi de certaines cultures religieuses, de certaines traditions, de certains. Et pourquoi aujourd'hui c'est devenu très très fort? Parce que il y a eu depuis Creil, depuis 1989, rappelez-vous l'affaire des 3 filles du foulard de Creil, ça fait 30 ans très exactement. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même quelque part volonté chez certains d'appropriation du territoire, y compris du territoire scolaire? Alors là, vous touchez une question qui est celle des revendications de l'identité religieuse à l'école. Oui. C'est pas exactement la même, mais évidemment c'est lié. Et quand on aborde la question de parler des religions de manière pas confessante, justement par l'ordre de la connaissance et du savoir, quelles sont les 2 craintes que peuvent avoir légitimement des enseignants? La première crainte, et j'espère qu'elle a baissé depuis le rapport Debré, c'est la crainte d'une atteinte à la laïcité. Or, je crois que tout au contraire, parler de religion de manière distanciée, objective, comme fait de culture et de civilisation, c'est mettre en œuvre un esprit de laïcité qui ne s'interdit aucun champ du savoir. La charte de la laïcité à l'école le dit, il n'y a pas de domaine tabou, réservé, où seule la parole des croyants serait légitime. L'enseignant, sûr de son savoir, a le droit de parler de tout sujet, et c'est un esprit de laïcité. La deuxième crainte, et là je rejoins votre question, c'est, tout ça c'est bien beau, mais c'est d'ouvrir une sorte de boîte de Pandore, et en abordant ces questions, de faire rentrer dans la classe, dans les programmes, ce qui relève d'affirmations identitaires, parce que justement, la pluralité religieuse accrue ou la baisse de pratique dans certaines traditions, ça n'exclut pas, et au contraire, ça peut se retrouver en corollaire avec la montée d'affirmations identitaires, notamment chez les adolescents. Donc, est-ce qu'en abordant ces sujets, on à ne travers risque les pas on fait sauter le couvercle d'une cocotte minute, en l'occurrence, et est-ce qu'on ne risque pas de se mettre dans des situations difficiles? Donc, est-ce que la stratégie la plus raisonnable ne serait pas l'évitement et en fait de contourner le sujet? Or, je crois que sans du tout avoir une approche naïve qui passerait sous silence ces difficultés parce qu'elles existent, même s'il ne faut pas les généraliser, là vraiment il faut faire du cas par cas, aborder ces questions quand on les trouve dans les programmes, parce que ça a été ça aussi, donc le choix du ministère de l'Éducation nationale, quand le débat a ressurgi, a été d'affirmer cet attachement à la laïcité très fort, et d'autre part, le contexte français de programmes scolaires déjà très chargés, a conduit à dire qu'il n'était pas question, pour le moment, ça peut changer, mais enfin dans l'état actuel de ce que je connais des débats, ce n'est pas tout à fait en cours, il n'est pas question de faire une heure spécifique, une heure dédiée, réservée à l'enseignement à propos des religions, ce qu'on appelle l'enseignement des faits religieux. Des religions, oui, des faits religieux, oui. Donc les parents d'élèves peuvent s'étonner, parce que c'est vrai qu'on parle de ce sujet, et puis dans les programmes des enfants, on ne voit toujours pas la case. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, juste Isabelle Saint-Martin, pour être très concret, aujourd'hui en France, dans l'école publique, on ne parle pas de l'école privée, il y a des cours de faits religieux où il n'y en a pas. Il y en a à travers les programmes scolaires. Et c'est particulièrement intéressant parce qu'on m'a posé la question, est-ce que c'est obligatoire ? Eh bien oui, c'est obligatoire pour tous, puisque c'est dans le programme. Oui. Alors, je parle pas effectivement des cours de culture religieuse, de la question de l'Alsace-Moselle, où il y a des cours de culture religieuse qui peuvent être mis en option. Le concordat, etc. C'est autre chose. Oui. Dans le système le plus général, le plus classique, il y a à travers les programmes scolaires, dans le programme d'histoire, sur des périodes chronologiques bien identifiées, et notamment beaucoup en collège, en 6e, 5e, un peu en 4e. Il y a dans le programme de français
en 6e, par exemple, au titre des textes fondateurs, des extraits de la Bible qui sont proposés à étudier, des pages spécifiques qu'on va lire de manière littéraire, qu'on va lire comme on lit... En critique, etc. Enfin, voilà, critique, oui, c'est comme ça. on lit un texte de Virgile, un texte d'Homère, et il peut y avoir quelques sourates du Coran, un extrait de l'épopée de Gilgamesh, pour mettre en rapport des textes. Dans ce contexte-là, mais il n'y a pas, il n'y a pas une heure de fait religieux, comme vous l'avez dit, il n'y a pas cela. Et est-ce que, de ce point de vue, juste pour savoir, dans les écoles privées, enfin dans le statut privé, est-ce que les écoles privées, y compris les catholiques ou autres, ou les écoles, parce qu'il y a les écoles coraniques, c'est encore autre chose, là, est-ce que le fait religieux est enseigné et même pratiqué, je dirais? Alors, deux choses différentes. Dans la plupart des écoles privées dites sous contrat d'association avec l'État, les programmes sont les mêmes, et donc tout ce qui s'applique à l'école de la République, programme scolaire, va se retrouver dans ces écoles sous contrat, qui vont avoir en plus, du fait de leur caractère propre, des heures spécifiques de culture religieuse ou de catéchèse. En général, je fais un tableau synthétique, dans beaucoup d'écoles, disons catholiques, c'est la majorité des écoles sous contrat, vous allez avoir de la catéchèse, préparation au sacrement pour les classes équivalent collège, et puis ensuite, bien souvent, des cours de culture religieuse, où là, qui s'ajoutent en supplément. Qui sont des cours où on aborde les religions pour elles-mêmes, avec le caractère propre de l'école, donc qu'elle soit catholiques, juives ou musulmanes, puisqu'il y en a aussi, dans ce cas-là, évidemment, c'est normal, c'est leur espace réservé. Mais l'espace commun, l'espace qu'on va retrouver partout, c'est une approche qui est de l'ordre de la connaissance. Isabelle Saint-Martin, vous avez fait un livre, encore une fois, passionnant, parce que vous nous remettez exactement en perspective ce qui se passe. Juste un mot, on n'aura pas le temps pour parler des heures de cela. Est-ce que vous êtes eu égard au contexte actuel, je parle toujours en France, on ne va pas parler du monde entier, il faudrait des heures, mais est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste par rapport au traitement de la religion à l'école? Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé aujourd'hui, je sais que vous avez participé vous-même au rapport Debré, etc. Est-ce que vous êtes vous-même, vous dites on est arrivé à un stade d'équilibre qui est satisfaisant ou pas? Moi, je pense qu'on pourrait faire, tout en restant dans le cadre laïque, plus, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a rien fait depuis le rapport Debré, donc difficulté de lisibilité parce que c'est pas une heure spécifique, mais je pense que dans le cadre de ce qui existe, quand on a des points de blocage et de difficulté, j'aimerais, c'est la suggestion que je fais, qu'on tire davantage profit des œuvres d'art qui sont trop souvent laissées comme de l'amusement pour faire joli, un plus, un supplément esthétique. Et il me semble que c'est un bon moyen de donner un objet commun d'étude, si vous voulez, d'aborder les faits religieux de manière immédiatement contextualisée parce qu'on est dans la réception à partir d'une œuvre, et que sur cette œuvre, pas forcément de l'art savant, ça peut être de l'art populaire, etc., on construit un regard commun. Ça permet à la classe de construire un regard commun. Merci Isabelle, restez avec nous parce que nous allons continuer à parler des religions à l'école avec nos auditeurs. Absolument, peut-on parler des religions à l'école, c'est le titre de l'ouvrage de notre invitée Isabelle Saint-Martin qui reste avec André Berkoff. Vous nous appelez top départ 0826 300 300, vous intervenez pour parler de l'enseignement de la laïcité ou du fait religieux d'ailleurs à l'école, ou pour revenir sur les autres sujets qui ont été abordés, par exemple le climat, tous les autres sujets. Vous êtes les bienvenus sur Sud Radio. André Berkoff vous attend, à tout de suite. Sud Radio, météo Sud Radio. Rémi André, ça souffle dans le sud. Sur les bords de la Méditerranée, nous avons retrouvé le Mistral et la Tramontane, soufflant jusqu'à 70 km/h. Ce vent nettoie le ciel et ramène le soleil. Sur le reste du pays, le ciel va globalement devenir plus ensoleillé, avec des éclaircies de plus en plus belles et un vent doux qui s'oriente au secteur sud. Mais l'automne marque sa présence par l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse sur la Bretagne et les Pays de la Loire, et un ciel devenant de plus en plus nuageux sur tout l'ouest du pays, notamment de la Normandie au Poitou et à la Gironde, avec là aussi de la pluie ce soir et la nuit prochaine. Quant aux températures, elles sont globalement de saison, de 18 à 22 degrés cet après-midi, avec un bonus au sud de la Garonne ou vers la Camargue, jusqu'à 24 degrés à Auch et Dax ou 25 degrés à Nîmes. Merci à vous Rémi André. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les Français parlent aux Français et les auditeurs parlent à Sud Radio. Je vous attends. Et tout de suite, on trouve au 0826 300 300 Didier qui nous appelle, qui voudrait revenir notamment sur l'enseignement du fait religieux à l'école. Bonjour Didier. Oui, bonjour.
comment allez-vous? Bien, bien. Alors, j'ai écouté avec une grande attention. J'ai très envie de vous redemander après, en aparté, les coordonnées de la personne qui a écrit ce livre, qui a l'air très instructif. Il est très passionnant, oui, absolument. Très passionnant, je pense, d'ailleurs. Et puis, revenir sur le fait que, effectivement, alors j'ai sous-entendu vos propos. Peut-être me suis-je trompé, concernant le fait que l'enseignement des religions à l'école se fait aujourd'hui avec une islamisation forcée ou forcenée, suivant les mots qu'on va choisir. Alors écoutez, on va demander à Isabelle Saint-Martin ce qu'elle en pense. Est-ce qu'il y a une islamisation forcée à l'école, enfin forcée dans certains quartiers, dans certains quartiers, oui. Voilà, oui. Est-ce que dans certains quartiers de ce qu'on appelait, à tort ou à raison, les territoires perdus de la République, on en a parlé, est-ce que il y a quand même tentative ou pas d'instaurer un climat un peu différent? Complètement, oui, je pense, oui. Alors, on va demander à Isabelle Saint-Martin, restez avec nous. Alors, encore une fois, d'abord, merci à l'auditeur. Je voudrais revenir sur la distinction entre l'expression du religieux à l'école, revendication, que ce soit l'affaire du voile que vous évoquiez, André Berkoff, il y a 30 ans, que ce soit les revendications pour la cantine ou autre, et ce qu'on appelle parler des religions. On préfère dire à l'éducation nationale, enseigner les faits religieux pour bien distinguer le fait qu'il n'y a pas un cours de religion, mais qu'on saisit les questions touchant aux religions, ces faits qui sont liés aux religieux à travers les programmes. Et là, la place de l'islam, elle apparaît notamment en 5e en histoire depuis des décennies. Et là, c'est important de le dire parce que la question de votre auditeur est très bonne parce qu'il y a eu des conflits au moment de la réforme du collège il y a 2 ou 3 ans. Certains ont dit mais c'est scandaleux, pourquoi on parle plus de l'islam en 5e que des autres traditions? Eh bien, il faut savoir qu'en 6e, on parle du christianisme, du judaïsme, du christianisme, et la chronologie se développant, on aborde l'islam en 5e. Mais c'est pas plus que les autres. Didier, voilà. En fait, il faut pas relativiser, mais il faut remettre ça en perspective par rapport effectivement au programme, dit Isabelle Saint-Martin. Oui, ça j'ai bien compris la réponse d'Isabelle Saint-Martin d'ailleurs. Mais si vous voulez, pour moi, sur les faits, parce que j'ai quand même des relations qui sont dans l'enseignement, notamment sur les rectorats à Versailles, pour pas le nommer, qui me confirment qu'avec la modification des programmes au niveau de l'histoire, notamment de la géographie qui est liée, si vous voulez, il y a une restriction absolue et horrible de ce qu'on appelle l'enseignement du christianisme au sens général. Je ne parle pas du catholicisme, surtout pas. Je comprends. De l'enseignement du christianisme. Et on s'aperçoit qu'il y a certains quartiers, il est interdit de parler de l'histoire de certaines religions. Isabelle Saint-Martin. Après, chacun son avis, je ne sais pas ce que... Non, bien sûr. Non, vous dites qu'il y a quelque part, enfin, pas généralisé bien sûr, mais dans certains quartiers de confidences d'enseignants que vous avez eues, on ne peut pas parler, de certaines religions ou de certaines... voilà, vous dites que... complètement. Puis moi, j'ai travaillé, vous savez, j'ai tenu un cabinet d'assurance à Sarcelles dans le Val d'Oise. Je parle de ça il y a 15 ans. Je peux vous dire que c'était déjà une horreur. Il y avait des écoles, il était interdit de parler de christianisme, par exemple. Isabelle Saint-Martin, oui, ça vous paraît... ça, c'est effectivement des faits, ça n'a rien à voir, vous l'avez dit, l'enseignement en tant que tel, officiel. Mais enfin, dans la réalité, il y a peut-être des choses qui heurtent. Il y a des endroits où les choses sont compliquées. Ça a été, là, je crois que les témoignages qu'il cite sont évidemment préoccupants. Alors, on ne doit pas les généraliser, on doit surtout les traiter au cas par cas en essayant de rappeler ce qui est le droit de tous. Le droit de tous, absolument. Et de ne rien éliminer. Merci Didier. Merci Didier d'être intervenu au 0826 300 300. Tout de suite, on retrouve Kim qui nous appelle au même numéro, qui voulait revenir, André Berkoff, sur les avantages des anciens premiers ministres. Oui, Kim, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, moi, j'arrête de suite la polémique des fonctionnaires, pas fonctionnaires, etc., parce que mes parents sont douaniers. Donc, je n'ai absolument rien contre les fonctionnaires du moment qu'ils font le boulot pour lequel ils sont payés. Certes. Par contre, moi, ce qui me choque, c'est que au nom de quoi un ministre, quand bien même il a fait peut-être un peu plus d'études, machin, etc. Enfin, après, je pense que pour sortir les conneries qui sortent des fois, il faudrait pas non plus avoir fait sentir. En l'honneur de quoi on leur paierait on continuera à leur payer un chauffeur, une voiture de fonction, leur secrétaire particulier, etc., etc.
alors qu'ils gagnent déjà des milliers des cents, énormément. Et qu'ils ont une belle retraite. Voilà, et qui en plus ont une belle retraite. En l'honneur de quoi? Puisque déjà, même quand ils travaillent, sachant qu'ils ont le logement de fonction, que je suppose qu'ils ne payent pas leur électricité, qu'ils ne payent pas l'euro, qu'ils ne payent pas, enfin, qu'ils payent rien, en fait, déjà qu'ils sont grassement payés alors que derrière, ils n'ont rien à sortir. En l'honneur de quoi? On continue à leur donner ces privilèges auxquels ils ne devraient même pas avoir droit, puisqu'au final, ils ont assez d'argent pour se payer maintes et maintes choses, puisque tout est gratuit, du moment qu'ils sont en fonction. Donc, à l'honneur de quoi on continue à les engraisser, bah, écoutez, alors que nous, pauvres petits citoyens français, on nous ponctionne de tous les côtés. Écoutez, Kim, c'est pas la morale, et eux, ils sont au-delà de tout, quoi. Non, on vous entend et je vous entends, Kim. Bah, c'est une question qui est tout à fait légitime et qu'on pose ici à Sud Radio. Effectivement, il faudrait savoir s'il y a des traitements très différents, autant qu'ils soient bien payés, qu'ils aient des voitures fonction quand ils sont en activité, autant après, effectivement, la question se pose. Merci à vous, Kim. Tout de suite, on retrouve Diane au 0826 300 300. Diane, vous voulez revenir sur la procréation médicalement assistée, la PMA. Oui, la PMA. Oui, bonjour Diane. Bonjour tout le monde. Oui, on parle de PMA. Moi, je suis concernée directement puisque c'est ma fille qui est homo et ma seconde fille. J'étais contre le mariage. Pour la garder, j'ai accepté le mariage. Vous voyez ? Donc, la PMA, je suis pas contre, je suis pour mais on dit les mamans. On parle de ma fille, si elle a un PMA, ce serait ma fille, ce serait mon petit-fils. Donc je parle en tant que grand-mère, donc de grand-mère, de maman. Je dis ma fille, si elle a bien avoir la petite fille ou un petit garçon, je serais très heureuse. Mais si sa femme, parce qu'elle s'est mariée, venait avoir un enfant, ce serait quoi pour moi? Rien. Vous m'excuserez, c'est un bébé. Je l'aimerais, parce qu'il faut les aimer, les bébés. Il ne faut pas non plus les laisser. Mais si elle venait à se quitter, pendant 4-5 ans, je vais m'attacher, je vais avoir beaucoup d'amour. Et qu'est-ce que je fais, moi, après? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et ma fille, quel droit elle aura? Rien. On va élever et rien. Non mais attendez, juste un mot là-dessus. Ce problème peut se poser aussi pour les couples hétérosexuels. C'est-à-dire, et si mettons votre fille épousait un homme et que cet homme divorce et s'en va, est-ce que ce ne serait pas la même chose? En tant que grand-mère, j'ai des droits. En tant que grand-mère, parce que vraiment... Et vous n'avez pas de droit en tant que PMA et entre deux femmes? Quel droit j'aurais? Quel lien du sang? Quel droit j'aurais? Rien du tout. Et puis de toute façon, si l'autre personne, si ma belle-fille veut s'en aller avec, qu'est-ce que je fais, moi? Je vais lui dire, tu vas me le montrer? Mais quel droit? De quel droit? Quel droit j'aurais en tant que grand-mère? Tandis que ma fille s'est mariée avec un homme, elle était hétéro, elle a eu des petits-enfants. Moi, ces petits-enfants, même s'ils divorcent, s'ils ne veulent pas me les montrer, je peux faire intervenir la loi. Mais l'autre, et même ma fille, quel droit elle aura sur ce petit si l'autre s'en va avec? Bah écoutez, on peut espérer en tout cas que la loi, de toute façon, comme pour les couples hétéros, vous savez, la PMA se pratique pour les couples hétéros qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Je pense que, je ne veux pas m'avancer, je suis pas juriste, mais la loi s'appliquera également pour la PMA entre femmes. Je ne vois pas pourquoi la loi devrait être différente. C'est-à-dire que vous aurez, alors j'espère, ou alors ils font n'importe quoi, j'espère que vous aurez les mêmes droits, vous, en tant que grand-mère, qu'ont les grand-mères des couples hétéros qui font une PMA. Regardez avec les hétéros. Actuellement, ils font des lois pour que la sécurité sociale paye le droit des parents parce qu'ils n'assument pas leur paternité eux-mêmes, déjà qu'ils ont le lien de sang. Quand vous n'aurez pas de lien de sang, qu'est-ce que vous pouvez assumer? Qu'est-ce que vous allez demander? Alors pendant des années, on va les avoir et puis d'un coup on va vous l'enlever et vous n'aurez plus aucun droit. Et même si les droits me donnent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire quel lien j'aurai par rapport à mes autres petits-enfants. C'est une vraie question à la fois éthique, à la fois biologique, à la fois judiciaire. Vous avez tout à fait raison de la poser. Écoutez, en tout cas, nous la poserons puisque cette loi sur la PMA est en train d'avancer. En tout cas, cette discussion sur la PMA est loin d'être finie. On la posera pour vous. Certainement. Merci à vous en tout cas Diane d'être intervenue au 0826 300 300, nous avoir fait part aussi de votre témoignage et de vos inquiétudes. On continue la discussion avec André Berkoff et notre invité, puisque nous sommes toujours avec notre invité pour parler justement de l'enseignement de la laïcité et du fait religieux à l'école. On est avec Isabelle Saint-Martin, directrice d'études. Peut-on parler des religions? Oui, peut-on parler des religions à l'école, Isabelle Saint-Martin? Mais effectivement, on voit très très bien,
pas généraliser, mais on voit très bien les inquiétudes qu'il y a. C'est l'impression pour les élèves, pour les parents d'élèves, etc., pour les millions de Français ils ont l'impression d'être un peu, je vous le dis là, de l'autre côté de la barricade. Vous êtes dans l'enseignement et dans l'enseignement de l'enseignement, je dirais, dans les sciences sociales. Il y a quand même une espèce d'inquiétude, pas seulement au niveau de telle ou telle communauté ou autre. On a l'impression, si vous voulez, est-ce que c'est une question de communication ou de pédagogie, c'est le cas de le dire, on a l'impression que des millions de Français sont un peu spectateurs de tout ça, voient les choses, on leur, vous voyez, comme Didier, on leur parle de choses et des enseignants leur parlent de choses. On a l'impression qu'il y a quand même un grand malaise dans tout cela, et qui n'est pas seulement le malaise de la fin de mois ou des mensualités ou de ceci, et des vacances et tout ça. Il y a un immense malaise dans la vie quotidienne, ou en tout cas dans le traitement, alors pas partout évidemment, ce serait idiot, mais dans certains endroits. Comment faire pour combler cette espèce de malaise ? Je crois qu'il faut, dans la plus grande majorité des cas, il faut que les parents soient confiants et sachent que si un enseignant parle d'aspects traitant des religions, de faits religieux à l'école, c'est parce que c'est dans les programmes. C'est pas une marotte personnelle. Il s'est pas transformé en grenouille de bénitier s'il aborde le christianisme en 6e. Il n'est pas devenu pro-islam parce que il va traiter le chapitre en 5e. Je caricature, mais à peine, parce que on a vu parfois des inquiétudes de parents. On voit des inquiétudes de parents qui disent rien ne se fait puisqu'il n'y a toujours pas l'heure de faire religieux, et d'autres au contraire qui s'inquiètent en disant mais je comprends pas. On a lu un extrait de la Bible à l'école, est-ce que on est toujours à l'école laïque ? Eh bien oui. Et ça, je crois qu'il faut vraiment avoir cette confiance dans le savoir que transmettent les enseignants et leur capacité à avoir ce regard laïque sur les faits religieux. Eh bien, écoutez, ayons confiance en tout cas, et puis on verra ce qui se passe, oui. 0826 300 300, un dernier appel. David, bonjour à vous. Vous voulez revenir sur la laïcité à l'école, notamment ? Oui, bonjour à vous, bonjour à vos invités. Donc, concernant la laïcité à l'école, je pense que c'est un peu, on va dire, une polémique un petit peu stérile. Pourquoi ? Parce que tout simplement, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où, voilà, nous sommes tous différents de par culture, de par des origines, etc. Donc, à un moment donné, les religions font partie de notre quotidien, et je pense qu'il est tout à fait normal qu'à l'école, on explique ça aux enfants, qui vont entrer dans une vie active, dans un monde qu'ils ne connaissent pas, et qu'on leur explique qu'aujourd'hui, chacun a sa religion et que chacun peut observer sa religion comme bon lui semble, à partir du moment où ça va dans le respect d'autrui, tout simplement. Donc je pense que c'est bien d'expliquer ça de cette manière-là, et il ne faut pas non plus trop s'emballer sur ce genre de choses. Malheureusement, c'est un peu la classe politique qui s'est servi un petit peu de l'aspect religieux pour pouvoir diviser les uns pour réduire sur les autres. Oui, merci David. Je crois que vous faites la très bonne conclusion à notre débat, et je vous renvoie au livre d'Isabelle Saint-Martin qu'il faut lire parce qu'il met les pendules à l'heure. Merci à vous David, en tout cas d'être intervenu sur Sud Radio, d'avoir pris la parole au 0826 300 300 auprès d'André Berkoff, qui revient demain dans tous ses états à midi sur Sud Radio. Nous remercions également notre invitée Isabelle Saint-Martin. Si vous voulez vous procurer son ouvrage Peut-on parler des religions à l'école, c'est publié chez Albin Michel. Les amis, la journée continue, même sans André Berkoff qui a besoin de se reposer comme tout le monde avant de revenir remonter comme un coucou demain à midi, puisque nous poursuivons notre journée à l'écoute des clés d'une vie de Jacques Pessis, qui aujourd'hui reçoit son invité, l'acteur et chanteur Thomas Leb. Excellente journée à vous sur Sud Radio.